Salut Maxime, Bonjour François. tu vas bien? Bah écoute, super, merci. Beaucoup de Bon, cool. écoute, on est là aujourd'hui dans cet épisode pour parler de deux aventures que tu as pilotées. Je vais commencer par te laisser te présenter. Ok, Maxime Topolov. Je suis cofondateur de CodeStore, comme tu peux le voir. Ouais. Ça, c'est la dernière aventure. Et à part ça, j'étais toujours dans l'IT, dans le digital, dans le dev depuis l'âge de 10 ans à peu près, où j'ai commencé à coder, quoi. Puis après, j'ai fait un jeu vidéo, puis j'ai fait du web, des trucs, voilà. Bon, et donc plusieurs aventures entrepreneuriales. Donc tu nous as parlé de Code Store, mais avant il y a eu Adiax. Absolument. Adiax, c'était la première boîte. C'était pas la première boîte que j'ai créée, mais c'est la première qui a marché. C'était en 2008. On l'a créée avec Yann Perron et mon associé de l'époque. Et un peu par hasard, pour être franc, comme à chaque fois, toutes mes boîtes qui marchent commencent par un truc qui marche pas. Voilà, on avait créé une espèce de booking.com vidéo qui s'appelait My Video Planet. Et puis bah ça a failé lamentablement, mais on l'avait fait sous Drupal et un peu la queue entre les pattes, on est allé voir sans argent et sans produit des agences. Publicis et autres, et en leur disant bah voilà, on a fait ce site-là sous Drupal, est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse des sites pour vous? Et l'aventure a démarré parce qu'effectivement, il y a eu un appel de marché assez important. Tout le monde voulait faire du Drupal à l'époque, beaucoup de digitalisation des boîtes. Et nous, on a surfé la vague en étant devenu, en 10 ans, le numéro un sur Drupal en Europe, avec plus de 500 développeurs Drupal dédiés, quoi. Les développeurs, la petite spécialité, c'est qu'ils n'étaient pas tous en France. Non, absolument, ils étaient là pour la plupart en Ukraine à l'époque. Et c'est vrai qu'on avait créé ce modèle un peu hybride entre la gestion de projet parisienne et les développements ukrainiens. Donc ça, c'est le front et le back, comme on dit. Et voilà. Comment vous avez, enfin, pour passer de 0 à 500 personnes, quels ont été les grands paliers de croissance de l'entreprise et comment tu l'as structuré? Alors, je pense que le premier palier, c'est quand ça arrive assez rapidement. Et d'ailleurs, ça, palier assez difficile, c'est quand tu délègues la gestion de projet à quelqu'un. Donc, ton premier chef de projet qui va gérer les développeurs, donc c'est la première fois que quelqu'un va avoir la relation de client sans toi. Et c'est vrai que c'était assez stressant. Du coup, j'ai recruté quelqu'un que je connaissais déjà d'avant dans ma précédente vie, ça a été plus facile. Ça, c'est le premier palier autour de allez, 500 000, 600 000 euros de chiffre d'affaires. C'est le premier palier où effectivement tu vas avoir ce premier truc. Le deuxième palier, je pense, c'est tu as une croissance un peu qui vient tout seul et tu te laisses un peu, tu te dis bon, bah ça y est, j'ai tout compris. Le business, ça rentre, j'ai plus rien à faire. Et en fait, non, bah, c'est très vite, tu atteins un plateau autour de 2,3 millions. Donc ça correspondait à peu près à on était dans une trentaine, quarantaine de personnes déjà, bah, où sans faire de commerce, sans être attaquant, sans répondre aux appels d'offres, sans aller chercher le business, et bah, tu peux pas vraiment croître. Et puis ensuite, troisième palier, c'est autour de 5 millions. C'est donc là, tout va bien, tu as compris, tu vends, tu vends, tu vends, tu vends, tu embauches, tu embauches, tu embauches, donc tu arrives à gérer la croissance plutôt bien, mais tu as pas d'outils de reporting financier suffisant. Donc tu as pas d'outils de reporting de suivi de ta production. Là, on était à 5 millions, on devait être déjà autour de 80-100. Et ben là, tu commences à avoir on a vu, on s'est fait peur, on a eu enfin, on n'a pas fait de marge, quoi. Voilà, ce qui est incroyable, genre, on fait 70 000 euros de marge pour 5 millions d'euros de chiffre, ce qui est incroyable. Mais en fait, c'est parce que tu as plein de gens qui ne travaillaient pas sur des projets, qui n'étaient pas billés, qui n'étaient pas bien vendus, parce qu'on n'avait pas de système de reporting. Et une fois qu'on a réglé ça, c'était parti, on a fait 5, 7, 10, 11, 12, 13, jusqu'à la vente en 2018. Et du coup, en fait, pour passer ces différents paliers, quels ont été les recrutements, je dirais, les plus stratégiques, même si tous les recrutements sont stratégiques, quels ont été ceux qui ont été même le plus structurants, ce serait le bon mot, en fait. En fait, assez incroyablement, et c'est horrible parce que du coup, ça donne beaucoup de poids à la chance. Le recrutement le plus structurant, c'était les trois premiers développeurs qu'on a recrutés.
qui était, par un pur truchement de hasard, complètement brillant, à la fois sur le plan humain et sur le plan technique, qu'on a fait venir là, on a été malin, c'est que plutôt que de les garder là-bas, en Ukraine comme développeurs, on les a très vite fait venir ici, à Paris, pour devenir chef de projet. Et du coup, ils sont plus se développer beaucoup plus parce qu'ils étaient en relation client, donc ils ont appris beaucoup plus, bah, déjà le français, à travailler. Et ça a été notre avantage compétitif pendant très longtemps, parce que les 3 ont été, des anciens développeurs, très Drupal, mais en même temps, qui ont très vite appris et qui étaient brillantissimes. Je pense que c'est des gens qu'on n'aurait pas pu recruter ici en France, parce que, bah, ce sont des gens qui auraient fait Polytechnique, ou, je sais pas, Centrale, ils seraient jamais venus dans une petite agence, web. Et nous, on a eu la chance de les avoir, de ces cerveaux-là. Et ça a été, ça nous a donné un souffle, pendant des années et des années, d'avantage par rapport à d'autres agences qui, elles, recrutaient plutôt sur place, par exemple. Voilà. Et Et après, pardon, et le deuxième recrutement, c'est, vers les 5 millions, justement, quand on s'est fait peur avec les indicateurs financiers, c'était de prendre Marie Chevalier, qui était notre COO, donc qui gérait en gros les opérations, en termes de recrutement, plan d'occupation des ressources. Très important. tu as donné, pour moi, des informations hyper importantes. Tu as dit que le fait, effectivement, de déléguer la relation commerciale à quelqu'un, ça avait été un premier palier qui avait été, un peu, compliqué à passer. Comment tu t'es rassuré sur ce point-là? Ah, tu te rassures jamais vraiment, comment dire? Le premier réflexe, qu'il faut pas faire, c'est comment dirais-je? C'est le micromanagement. Donc tu vas déléguer, mais pas vraiment. Et donc tu vas surveiller les mails, tu vas être en copie de tout, voilà. Et du coup, ça, c'était une erreur à désapprendre ça. Ça, c'est très important de désapprendre le micromanagement, parce que plus tu micromanages, plus la personne se met en mode robot et un peu en retrait. Et du coup, bah, tu dis: «Mais putain, t'es un robot, t'es pas un» et tu vois? Donc tu tombes dans une boucle où, tu lui en veux d'être un robot et tu crées un robot, en même temps. Donc voilà. Et du coup, par rapport au 2e palier, la partie commerciale, comment tu avais structuré justement, les forces commerciales d'Ajax? Alors, assez bizarrement, enfin bizarrement ou pas, et c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui, on n'avait pas de force commerciale au-delà de moi qui faisais le new business. Donc on avait le new business qui arrivait, donc les appels d'offres, les nouveaux, arrivaient, chez moi. Et par contre, une fois que le compte ou le projet a été, clôturé, signé, il était complètement en gestion par les chefs de projet. Donc les chefs de projet chez nous étaient, beaucoup plus que de simples chefs de projet. Ils étaient patrons de mini business unit où ils avaient pour le coup totale liberté avec le client. Et c'est un peu le pendant de non micromanagement, c'est dire, bah, quand tu délègues et tu donnes complètement une liberté à des gens intelligents, ils font des choses merveilleuses. Et donc tout le commercial ongoing était géré par les chefs de projet. Mais du coup, tu étais pas un peu le goulot d'étranglement par rapport au new business? Alors, oui, mais en fait oui, c'était une erreur, je pense, et c'était une des erreurs que j'avais faites dans Adiac, c'était de gérer un peu de manière, un peu trop, comment dire? Pépère, on va dire, la croissance de la boîte. On aurait pu faire beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on a eu une croissance assez intéressante et finalement on a très bien fait, mais on aurait pu faire, je pense, le double, voire le triple si on avait travaillé, correctement le commerce. Ça, c'était une erreur. Sans être forcément le goulet d'étranglement, parce qu'on n'a pas fait de marketing non plus. On faisait zéro marketing effort, ou outbound, on ne faisait pas ça du tout. Donc on attendait que le business tombe, et quand il tombait, j'arrivais à peu près à le gérer. Puis c'était des gros morceaux, tu vois, tu signes une usine acide de LVMH, tu en fais un, le premier, et après le compte grossit tout seul, parce que si tu fais du bon boulot, bah, toutes les maisons viennent te voir. De la même manière, Saint-Gobain, de la même manière, des grandes boîtes comme Johnson Johnson qu'on avait signé, bah, ça vient tout seul après, l'élevage. Mais c'est vrai que ça a été une erreur de ne pas faire plutôt de marketing de outbound, et oui, d'ailleurs, qu'on corrige aujourd'hui avec CodeStore. Toi qui nous as expliqué que justement tu avais plutôt un parcours de développeur au départ, partir sur la fonction commerciale, comment tu t'y es préparé? Je me suis pas du tout préparé. Au départ, si tu veux, au moment de notre association avec Yann, c'est Yann qui gérait vraiment les premiers sales. Lui, c'est un sales. Et très rapidement, en fait,
la tendance s'est inversée. Il est parti gérer plutôt les recrutements, les opérations, l'admin et les finances. Tandis que moi, j'ai très vite appris avec lui sur le sales. Je ne me suis pas préparé, j'ai appris vraiment sur le tas. J'ai fait toutes les erreurs possibles, imaginables. Tu sais, trop vendre, survendre, parler du produit. Enfin, toutes les conneries que tu peux faire, je les ai toutes faites. Voilà. Donc, c'est en faisant qu'on a fait des conneries, quoi. Voilà. Et du coup, par rapport à Yann, vos responsabilités, elles ont toujours été les mêmes ou ça a évolué en fonction de la croissance de l'entreprise? Ah non, mais ça, ouais, c'est ça. C'est qu'au début, le sales, c'était vraiment 100% Yann, je gérais les projets. Puis peu à peu, euh, quand les projets sont devenus plus complexes et que la vente est devenue moins one-to-one, bah, j'ai pris un peu le relais. Et puis aussi, il y a eu beaucoup plus d'admin, de recrutement. Donc, toute cette partie-là, Yann l'a pris en sous son aile. Et, euh, et puis, on a un peu gardé ces trajectoires-là, sachant qu'après, on a eu enfin, un travail beaucoup moins ongoing, beaucoup moins hands-on et beaucoup plus stratégique de réflexion. Tu vois, Yann était parti aux États-Unis tenter d'ouvrir la filiale américaine. Moi, je m'occupais beaucoup plus du positionnement, de réorganisation de l'entreprise, par exemple, à un moment donné. Donc voilà. La filiale américaine, c'est le rêve de beaucoup d'entrepreneurs français. Vous avez réussi, vous avez échoué? Du tout, on a planté. Bon, on a planté pour plusieurs raisons. On a un peu surestimé notre capacité. Ça coûte très cher, tout simplement. Tu vois. Et ensuite, parce qu'on était aussi un peu en mode, on a commencé un peu tard, c'est-à-dire qu'on n'était plus en mode, on avait beaucoup d'énergie. On était déjà au bout de 8 ans. On n'avait plus forcément la force. Donc, si tu veux, on a essayé sans vraiment essayer. Donc, plusieurs facteurs. Il faut avoir quand même beaucoup d'énergie. Il faut en avoir limite plus qu'au départ. Parce que le niveau de service français, surtout pour les Français, c'est difficile. Parce que c'est vrai qu'en France, on n'a pas le même niveau de service. Depuis notre temps d'enfance, on n'est pas habitué au même niveau de service que les Américains. Donc, donc, il faut déjà, en tant que enfant et quelqu'un qui a grandi en France, il faut désapprendre le niveau de service français pour apprendre celui, par exemple, qu'on a en Asie ou aux États-Unis, pour pouvoir espérer vendre à des Américains. Et après, bah, il faut toute la partie culturelle qui est quand même. On se ressemble beaucoup visuellement, mais mentalement, dans la culture, on est quand même très différent des Américains. Et ça aussi, je pense que c'est un frein assez important à la vente de services aux États-Unis. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, vous avez choisi d'aller voir un partenaire pour vous adosser? Alors, c'est un euphémisme, un partenaire pour aller s'adosser. On a vendu la boîte et c'était une idée qu'on voulait vendre la boîte pour deux raisons. Un, parce que une raison concrète, c'est qu'on est la seule chose qu'on avait en tant que nous, on vient tous les deux de familles modestes. Moi, famille d'immigrés, et Yann, pareil, fils de prof. Donc, Adiax, qui représentait 13 millions de chiffres et presque 2,5 millions d'EBITDA à l'époque, bah, c'était le seul patrimoine qu'on avait. On n'avait pas d'immobilier, rien d'autre. Donc, c'était important de cash out, c'est-à-dire que dire, bah, transformer finalement au bout de 10 ans. Voilà. Deuxième, on était arrivé un peu au bout de course aussi. Notre couple, en quelque sorte, est arrivé un peu au bout de course. On était un peu épuisé par Drupal, par voilà. On trouvait plus trop d'énergie. Et troisièmement, c'était le bon moment de vente parce qu'on était finalement de taille suffisante et qu'il y avait des acteurs qui étaient intéressés par nous acheter. Notamment, on avait un acteur, bon, maintenant je peux dire, c'était il y a plus de 10 ans, donc c'était Ozzy qui était intéressé, et puis le groupe Smile qui était intéressé aussi. Et le groupe Smile, parce qu'on était quasiment en permanence en concurrence sur tous les appels d'offres, sur la partie Drupal. Eux, ils avaient une offre Drupal très importante finalement. En France, il y avait deux grands acteurs de taille sur leur offre respective équivalente, c'est Smile et nous. Et à nous deux, on représentait, je pense, 80% du marché français de Drupal. Ça s'est passé comment du coup ce process? Au départ, il y a Ozzy qui est rentré dans la course et du coup vous êtes allé voir un peu tout le monde, vous avez mis une banque d'affaires. Alors on a eu ça c'était une idée assez intelligente et je pense que je garderai toujours, c'est un bon conseil, c'est quand tu sais pas, prends les meilleurs. C'est un bon moyen. C'est Yann qui avait cette idée un peu fixe et moi j'étais un peu plus cheap. Je dis ah, attends, ils sont chers et tout. Non, il fallait prendre les meilleurs. On est allé voir David Salabi et Sabah Cambon, Financière Cambon, qui a fait beaucoup d'affaires tech,
qui était OK pour nous gérer parce que n'était pas non plus une grande entreprise et qui a vachement aidé dans le process. Il faut aller voir des gens de professionnels. Pareil sur la partie avocat, on a pris Jones Day, les meilleurs au monde, les plus gros, les plus chers. Ça a servi. C'est très important d'être très bien accompagné sur ces moments qui sont des moments de Far West où tout est permis. Il ne faut pas oublier que dans le business, c'est quand même pas. Il y a des règles, mais bon, voilà. Donc il faut faire attention. Et puis bah, après, contact du dossier, data room, dossier préparatif, on envoie à plein d'acteurs. On en a rencontré, je pense, une dizaine, 3, 4, 5 intéressés, 2 qui ont suivi le process assez loin, et puis un qui a abandonné en cours de route. Et puis bah, voilà. Et puis l'affaire était. Et puis Smile voulait vraiment, il voulait vraiment nous avoir. On était vraiment en mode, je pense, très proche en termes d'esprit. Ils avaient des équipes en Ukraine, nous on avait des équipes en Ukraine. Ils faisaient beaucoup de Drupal, nous aussi. Donc sur tu vois, le mariage était tentant. Ouais. Pour toi, le mariage, il a bien fonctionné? Oui, je pense que oui et non. Enfin, pour moi, c'était très bien parce que nous, on était effectivement, tout d'un coup, on est devenus très riches. C'était très bien. Moi, j'avais pour idée effectivement de travailler dans une grosse boîte. C'était un peu Yann était parti immédiatement après le deal, D'accord. tandis que moi, je suis resté avec les équipes pour suivre un peu l'intégration et aussi découvrir un peu ce que c'est un COMEX, ce que c'est une boîte qui appartient à des fonds. C'est vrai que je me suis pas forcément retrouvé. J'ai du mal avec, comment dirais-je, à la fois l'autorité, d'avoir quelqu'un qui me dit quoi faire, c'était quelque chose d'assez nouveau, finalement assez nouveau pour moi et difficile au final. Peut-être mes problèmes narcissiques y sont pour quelque chose. Et deuxième truc, c'est aussi que la vitesse d'un grand groupe, surtout quand il est géré par un fonds, donc toutes les décisions doivent être quand même pesées, le pour et le contre, fait que c'était quand même pas. Je m'y retrouvais pas. Et puis c'était une période aussi un peu de dépression pour moi, pour être franc, parce que quand c'est assez honteux de dire ah putain tu viens de vendre, t'as plein de sous sur ton compte et tu vas pas faire de dépression. Bah en fait si, parce que une grande partie de ta vie tout d'un coup bah ça t'appartient plus. Adiac c'était un peu notre bébé qui a occupé une grande majeure partie de notre vie de nos vies respectives et tout d'un coup il est plus là. Et donc ça fait un gros vide. Donc en plus, tout s'accumule, le gros vide, la grosse boîte, la lenteur, et puis mon refus d'autorité fait que c'était pas. À la fin, c'était un peu difficile, donc je suis parti assez rapidement. Dès que l'intégration était terminée, je suis parti. Qu'est-ce qui alors, ça m'amène plein de questions, mais qu'est-ce qui fait que pour toi que l'intégration s'est bien passée et quelles ont été les bonnes pratiques qui ont été mises en place pour réussir cette intégration? Alors, est-ce que l'intégration s'est bien passée? Je pense que l'intégration s'est passé pas de manière idéale. Je pense qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites. Je pense que on surestime, et je pense que j'ai discuté dernièrement là avec Stéphane Distinguin, qui était patron de Faber Novel, qui a vendu à Ouais, EY, voilà. Et j'en ai discuté la semaine dernière avec lui. Je dis, mais qu'est-ce qui fait que lui a acheté plein de boîtes? Et moi aussi, j'ai envie d'acheter des boîtes. Et en fait, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens se concentrent trop sur la due diligence et sur la sélection de la bonne boîte. Et il y a beaucoup d'efforts pour bien filtrer, pour pas se tromper, que voilà, il y a en amont. Et malheureusement, très souvent, on se dit, bon, on a choisi le bon, donc ça va bien se passer. Bah, en fait, non, l'intégration et l'équipe d'intégration, la manière tu vois, d'intégrer est limite beaucoup plus importante que la due diligence au début. Euh, et, euh, et notamment le choc des cultures des entreprises est très souvent sous-estimé. Tu vois, sur le papier, Ukraine, Drupal, open source, les mêmes clients, même structure front-back, on est, ça va se faire tout seul. Oui, mais non, dans le détail, si tu analyses un peu plus dans le détail ce que sont les cultures des entreprises, bah, elles étaient quand même assez différentes. Smile très hiérarchique, un peu classique, avec directeur de production, directeur de projet, commercial, chef de projet, développeur, et puis bah, chacun avait un rôle précis à jouer. Et nous, c'était une organisation hyper horizontale. En gros, on avait les chefs de projet qui faisaient ce qu'ils voulaient. Il n'y avait pas de contrôle. Et tout d'un coup, ils se retrouvent dans une organisation où ils ont bah, le commerce, tu peux pas le faire, il faut que tu reportes ici, et là, il faut que tu logs tes heures dans GESCOM, et là, il faut que tu fasses ci.
Et bah ça, forcément, les gens, quand tu leur restreins des libertés qu'ils avaient avant, bah, ils aiment pas. Donc ça, c'est très important. Et puis aussi, le rapport à la hiérarchie. Nous, on avait une rapport hiérarchie très horizontal. On n'avait pas vraiment de hiérarchie à proprement parler. Tandis que bah, dans d'autres boîtes, c'est beaucoup plus horizontal. Donc la culture est très, 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 très importante. Et il faut vraiment, c'est difficile à l'analyser parce que souvent dans la due diligence, bah, les gens se parlent au niveau dirigeant et puis c'est assez secret, hein, c'est tenu secret par rapport aux équipes. Mais si on pouvait faire rencontrer les équipes avant, je pense que c'est un gros plus. Je parle des équipes qui ne sont pas les dirigeants. Voilà. Et c'est la question qui me venait, mais chaque épisode, j'ai une question qui me vient et que j'oublie d'un coup. En termes de culture, justement, toi, tu avais combien de personnes qui te reportaient directement? Bah, finalement très peu. Moi, j'étais dans la partie commerce, donc j'ai personne qui me 0. Voilà, pour être tout à fait transparent, 0 qui me reportait directement. Heu et d'ailleurs, on avait, et sur la partie vraiment prod, l'équipe de direction qui composait Diane, Marie, et moi, un petit peu, nous, on avait en contact direct, peut-être une dizaine de chefs de projet un peu seniors, les directeurs de projet, avec qui, en gros, tout se décidait, quoi. En tout cas, dans les grandes directions, combien de bonus on donne, c'est quoi les règles d'organisation, comment on distribue les projets, comment on les fait, quelles sont les méthodes, les outils, voilà. Tu as parlé des 3 raisons qui vous ont amené à vendre la société, et des conséquences aussi que tu as eues. Je trouve que c'est intéressant. Comment, en fait, se traduisait avec Yann un peu l'épuisement de votre couple de dirigeants? Est-ce qu'il y a eu des gros conflits ou est-ce que c'est parce qu'à un moment ou à un autre, vous vous êtes dit: «Bon, il faut qu'on passe à l'aventure d'après, on a envie d'autre chose»? Non, pas de gros conflits, mais disons, il y avait pas de, on n'avait pas l'énergie. C'est vraiment ça, c'est un peu, le manque d'envie, d'énergie, tu sais, il faut pousser vers l'avant. Tu un peu le dirigeant, c'est celui qui donne le tempo finalement, c'est pas tellement celui qui prend des décisions, c'est celui qui donne la vision. On l'avait pas forcément de vision un peu, c'est quoi pourquoi est-ce qu'on donnerait toute notre énergie, notre temps, pour les 10 prochaines années? C'est quoi la vision dans les 10 prochaines années de la boîte? Bah, on avait, bah, grossir. C'est pas une vision, grossir. Donc, premièrement, manque un peu de vision, on est un peu épuisé, voilà. Et manque aussi d'énergie. C'est pas tellement des conflits, c'est que juste, on est dans la routine et on gère des merdes comme il en arrive tous les jours, mais finalement sans envie, sans panache. Et je pense que c'est ça surtout le 1er signe. Après, si on allait continuer encore plus sur le chemin, on aurait probablement des conflits, juste comme ça, puisque bah, si on baisse les bras, après ça s'écroule. Donc il fallait vraiment, c'était au bon moment. Mais je pense que ouais, c'est un peu ce manque d'énergie. Si tu viens et tu te dis pas: «Putain, j'ai pas eu le temps de faire ça, 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 ça et ça», et que ça ronronne, bah, pour moi en tout cas, c'est le signe qu'il faut s'inquiéter ou changer ou vendre ou changer de fusil d'épaule ou voilà, je sais pas. Et du coup, vos équipes le ressentaient, cette partie-là? Ah, je pense que oui, 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 c'était, alors ce qu'on avait fait, c'est que si tu veux, on a lancé, pile à ce moment-là, de la réorganisation. Donc ça a un peu, je vais dire occupé, tout le monde puisque, bah, grande réorganisation, les squads, un peu à la mode Spotify. On a fait venir des consultants externes qui organisaient des ateliers et produit beaucoup de slides, de trucs. Donc si tu veux, ça a donné une émulation qui a permis de cacher un peu le truc. Puis nous, on était, vachement occupés, à la vente et on distillait un peu des infos au compte-gouttes. Ouais, ça va bien, il va arriver des trucs. Donc tu vois, on maintenait cette espèce de tension, il va se passer quelque chose demain, mais les équipes évidemment le ressentaient. C'est pour ça que vous êtes plutôt parti dans un partenaire industriel qu'un LBO? On voulait, dérisquer le LBO. Oui, c'est ça. En gros, alors le LBO ou dire, bah, finalement, on cash out une partie, puis on continue, pour rembourser, on n'y croyait pas, parce qu'il fallait quand même maintenir la boîte à 13 millions, et puis 14, 15, à faire de l'EBITDA et cetera. Ça demande beaucoup d'énergie et c'est vrai qu'on avait nous, si on avait plus l'occasion de cash out maintenant tout de suite, tout cash, bah, c'est très bien.
Donc, on avait cette occasion-là, donc c'était parfait. Ouais. Et puis, il y a aussi quand même un truc, c'est que moi, je commençais à sentir que Drupal, ça arrivait aussi à une fin de cycle. Et que j'avais raison, puisque maintenant, Drupal est en train de s'écouler complètement dans les nouvelles installations, euh, au profit de CMS SaaS, comme ArcXP ou Storyblock, par exemple. Et justement, pour vous préparer, donc tu as parlé de la réorganisation interne, mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses que vous avez mis en place pour que l'entreprise soit séduisante pour des acquéreurs? Alors oui, très important, plusieurs choses. D'abord nettoyer les finances et le reporting et ça, c'est hyper important. Avoir une data room, qui soit, qui soit propre. Pardon. Avoir une data room qui soit propre, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut que nous, on a fait venir quelqu'un d'externe, un DAF à temps partagé qui nous a aidé à vraiment structurer les reporting, que tout soit propre, le top 10 des clients, la balance AG, enfin, tous les petits détails comme ça. Et il fallait que ce soit propre. Et puis, ne pas sous-estimer, enfin, de notre point de vue en tout cas, ne pas sous-estimer aussi la présentation de cette data room, de tout ça. On a fait bosser notre designer dessus pour que les slides, l'histoire qu'on raconte soit également euh, bien présentée. Je pense que l'histoire, c'est très important. C'est-à-dire que le mec qui t'achète, il n'achète pas seulement tes clients ou les dirigeants, surtout pas, ou les équipes. Il achète une histoire complète et il faut que l'histoire, le paquet cadeau soit très clair. Euh, on raconte les chiffres, on raconte les événements, on raconte où est-ce qu'on va, comment on fidélise les clients, pourquoi est-ce qu'on est une option sécurisante pour l'acquéreur qui est en stress total parce que bah, toute acquisition est un stress. On sait combien on paye, mais on ne sait pas ce qu'on achète vraiment. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, toi, dans le processus de vente? Euh, c'est je pense, finalement, on achète une boîte comme on achète une lampe sur le marché de Marrakech. C'est-à-dire qu'en fait, là, on se dit toujours que quand on ne connaît pas, on se dit bah, ceux qui sont en haut, ils sont plus intelligents, tout est maîtrisé, c'est calculé, il y a un plan sur 25 ans. En réalité, c'est quand même beaucoup de l'humain, l'ego joue quand même beaucoup, et que la personnalité de ceux qui achètent et des différents interlocuteurs joue beaucoup aussi. Et ça, c'était assez surprenant, et qui continue à me surprendre, c'est que bah, quel que soit le niveau social, quel que soit le niveau financier, quel que soit, bah, c'est les mêmes basiques. L'ego, la séduction joue beaucoup. Donc le côté humain qui joue finalement beaucoup plus que je ne l'aurais imaginé. Comment toi tu t'y es préparé personnellement à passer en fait ce cap-là? Je me préparerais pas du tout. J'étais pas du tout dans cet esprit-là. J'étais en mode, bon, quand est-ce que ça se fait? Quand est-ce qu'on signe? Quand est-ce qu'on signe? Quand est-ce qu'on signe? C'était plus de l'attente. Non, mais après, c'était dans un flow où il faut préparer plein de documents, il faut préparer des fiches projets. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. C'est un truc qui dure sur 6 mois où il y a énormément de travail. Beaucoup par les équipes admin, finance, mais un petit peu aussi sur le côté sales. Donc finalement, t'es dans le rush entre et là, il y a aussi un truc qui rentre en jeu. Dès que tu commences à rentrer dans une phase de négo un peu avancée, tu comprends que d'un côté, le moindre euro gagné, bah, il fait x10 parce que tu as le multiple. Donc, tout ce que tu rentres en plus, bah, maintenant, ça joue. C'est vraiment, tu dis, bah, si je rentre ce projet à 10 000 euros et que je fais 5 000 euros de marge, mais en fait, c'est pas 5 000 euros de marge, c'est 50 000 dans la poche directe, parce que ça, c'est un multiple de l'EBITDA, la valo. Et de la même manière, bah, tout euro dépensé, ou toute embauche, ou toute, je sais pas, fête, voilà, on a fait une fête pour les 10 ans qui a coûté, je sais pas, 20 000 euros. Bam, c'est pas 20 000 euros que ça coûte, c'est 200 000. Donc en fait, tu commences à réfléchir un peu avec des multiples dans toute dépense, tout. C'est assez marrant. Tu nous as parlé de cette dépression post-session, que je comprends très bien, vu que je l'ai parfaitement vécu moi aussi. Est-ce que tu aurais pu l'éviter? Est-ce que tu aurais pu te préparer pour ne pas avoir, on va dire, ce contre-coup? Bah oui, il faut faire une psychothérapie avant, quoi. Non, c'est-à-dire que si tu, oui, mais c'est difficile de se rendre compte que tu en as besoin. C'est-à-dire que si tu bosses 80 heures par semaine pour ta boîte, il est très probable que
que c'est pas normal. C'est-à-dire qu'un être humain normal ne devrait pas faire ça et on devrait travailler un peu moins et ne pas avoir que le travail comme que l'entreprise comme ah c'est je suis focus sur l'entreprise, c'est 100% de mon temps, je suis hyper focus. On voit beaucoup dans les milieux masculinistes aujourd'hui, voilà, il faut que tu sois fort, il faut que tu te combattes, c'est 100 heures par semaine, c'est ceux-là qui réussissent. Bon, ça c'est faux. C'est là où justement tu te prends des burn-out et des dépressions. Donc je pense que c'est pas lié, tu peux pas vraiment te préparer, il faut faire comme tout le monde. Si tu sens que, que tu compenses par de la drogue, des femmes ou le travail, c'est que très probablement il y a un problème quelque part qu'il faut résoudre. Ou les 3. Ou les trois. C'est même bien. Et du coup, toi, tu cours après quoi? Et bah, aujourd'hui, je cours après, l'équilibre, surtout maintenant. C'est de dire, bah, j'ai une boîte qui grossit encore plus vite que Adiax, CodeStore. On a doublé 2 fois de taille les 2 dernières années. On fait une marge parfaitement, confortable, beaucoup plus importante que celle d'Adiax aussi, parce qu'on est beaucoup plus précis dans l'exécution. Mais, cette fois-ci, je cours, et il y a énormément de travail évidemment, mais je cours à l'équilibre entre, le travail, qui est une part importante, mais qui est une part de ma vie, la vie perso, la famille, les loisirs, et cetera. Donc c'est vraiment essayer de trouver, pas que l'un un pied sur l'autre, quoi. Finalement, ne pas courir, piano, de manière précise. Tu mets des pas, l'un après l'autre, mais tu es comme un chat maintenant. Tu mets ton pas de manière attentive. Tu regardes où est-ce que tu mets. Donc tu cours pas comme un bourrin, comme un sanglier. Tu es plus comme un chat et tu vas beaucoup plus précisément et tu évites les écueils et donc c'est plus efficace. Code Store, tu nous expliques un petit peu ce que c'est, enfin, ce que ça a été et ce que c'est aujourd'hui? Alors j'avais évidemment sur la lancée de post-Adiax, j'avais comment dirais-je? Une gestalt ou comment dire? Un truc que j'ai pas réussi à faire évidemment pour complaire à mon ego, c'était de dire: «Bah, je crée une boîte de produits» et donc très rapidement après cette sortie de chez Smile, on a créé, Code Store en se disant: «On va créer une plateforme pour des développeurs, une plateforme de microservices réutilisables» et cetera et heu et je me suis évidemment, arrivé en se disant: «Mais attends, je viens de vendre une boîte, j'y arriverai à 100%, l'expérience, vous allez voir». Et en fait, ce qui est génial dans le business, c'est que la réalité du marché te ramène toujours en bas et donc bah, c'était un fail complet. On n'a pas du tout réussi à trouver notre, product market fit, absolument pas et donc on s'est réunis à un moment donné, on avait plus de cash, on avait brûlé tout ce qu'on avait à lever et on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait du service?» Et donc on est revenu dans le service, mais cette fois-ci, on dit: «Bah, on va faire du service, mais on va le faire, de manière intelligente» et donc on est devenu, une boîte qui faisons, 2 choses, des ERP, sur mesure, des custom ERP pour remplacer du Salesforce ou du Microsoft Dynamics, avec un ERP sur mesure fait avec du low code et de l'IA, qui permet de diviser la facture par 4 pour les clients et ça, c'est très intéressant parce qu'ils en ont marre de se faire cingler par Salesforce et Microsoft, à coût de centaines de milliers d'euros par an et en plus, on utilise cette compétence-là pour refondre les médias. Donc, ça, c'est la deuxième partie, c'est une verticale très précise, c'est de la refonte de sites de médias, de presse, en ligne notamment. Donc, on accompagne Libération, L'Express, Le Point, pour citer quelques-uns. Du coup, tu as gardé la même organisation, du front-end en France et du back-end, en Ukraine? Alors oui, on a toujours, des gens en Ukraine et en France. Alors par contre, on a un peu ouvert les chakras. Donc on a des chefs de pro on est full remote, c'est-à-dire qu'on a des chefs de projet, à Valence, au Portugal, en Slovénie, à Londres, à Strasbourg, à Paris, et des développeurs aussi au Monténégro, en Roumanie, en Pologne, en Ukraine. Donc on est extrêmement distribués, pratiquement pas de bureau, tu vois? Comme ça, c'est Ouais. mon bureau. Derrière le placard et voilà donc une organisation qui sur les principes on a repris les mêmes principes, c'est-à-dire, pas de management, pas de hiérarchie, beaucoup de liberté, et d'ailleurs j'ai recruté beaucoup d'anciens d'Adiax et hem et heu et un focus sur une organisation très flat, ouais. Qu'est-ce qui t'a, poussé à vouloir faire du produit au départ?
l'ego, parce qu'évidemment, on voit les histoires quand on vient de vendre la boîte, on voit les multiples qu'on a pu avoir, donc la valorisation par rapport aux résultats ou à la taille de l'entreprise, et qu'on voit les multiples que font les boîtes de produits, on se dit, waouh, ça c'est le truc à faire. Et puis il y a aussi certain panache ou d'avoir, tu vois, avoir le même logiciel qui sert plein de clients et ne pas avoir un peu. Le mode de service, c'était quand même très dépendant. C'est comme un couple permanent. Tu crées autant de mariages que tu as de projets avec des clients qui sont tous différents. Donc il faut s'adapter à chaque fois, à chaque client. Parfois, tu as des clients géniaux et parfois, tu as des clients compliqués. Et donc, faut que tu travailles avec les deux. C'est assez stressant. Et tu es toujours en recherche de chiffre d'affaires. Tu cours derrière le chiffre d'affaires. C'est une course. C'est comme dans une roue de hamster. Tandis que dans le produit, c'est un peu, au début, c'est difficile, tu crées, mais si jamais tu rencontres ton product market fit, là, en gros, chaque nouveau client signé, bah, c'est du chiffre d'affaires en plus sans forcément de dépenses. Et puis, la décorrélation entre le headcount et le chiffre. Et puis c'est aussi euh, un côté un peu valorisant, c'est beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup moins de boîtes de produits qui réussissent que de boîtes de services. Et donc il y avait un petit côté ligue, Ivy League, quoi, tu vois. Tu vas y revenir ou c'est quelque chose que tu as refermé en fait Non, c'est pas que je ne ferme pas la porte si on trouve des petites choses. Et d'ailleurs, on teste, on a un petit produit qui marche, qui s'appelle CRM Tech, qui permet de remplir automatiquement les données des entreprises financières d'entreprises sur HubSpot. Mais on ne s'interdit pas. Et je regarde par exemple beaucoup en ce moment la partie CMS qu'on connaît bien et la partie influenceur vidéo, influenceurs sur TikTok, influenceurs sur Insta, et comment ils travaillent ces gens-là, quels outils ils utilisent. Nous, on aime bien regarder ces médias-là. On regarde, mais on aime beaucoup le côté service, et je pense qu'avec l'arrivée de l'IA et des outils low-code, la frontière entre le produit et le service pourrait disparaître. C'est-à-dire qu'on pourrait, c'est difficile, tu vois, une boîte qui maîtrise bien l'IA, qui l'intègre chez d'autres entreprises et qui leur permet d'accélérer, d'augmenter les opérations, de se simplifier les opérations, pourrait ramener beaucoup de marge finalement, parce qu'il crée beaucoup de valeur. Donc si tu es capable de créer beaucoup de valeur chez tes clients rapidement, tu vas avoir beaucoup de marge. Euh, et donc, je pense qu'en ce moment-là, pendant une période encore de quelques années, là, en ce moment, on peut créer beaucoup de marge et beaucoup de valeur chez nos clients avec du service et de l'IA, par exemple. L'IA, le low-code, c'est des choses où on peut finalement générer autant de valeur, voire plus de valeur qu'un Salesforce, Microsoft ou un SAP peut le générer chez des clients. Je suis Et ça, assez c'est assez d'accord. nouveau. Quand tu parlais de Stéphane tout à l'heure, tu nous disais que tu voulais faire des acquisitions. Oui, C'est un de tes regrets de pas en avoir fait au sein d'Adiax et je comment pense que oui. Je pense que mon pari, et je ne sais pas du tout, je n'ai jamais fait d'acquisition, donc je dis c'est complètement prospectif, en tout cas c'est une idée que j'ai, c'est que je me suis rendu compte que la culture était extrêmement importante dans le sens négatif que dans le sens positif, je pense aussi. Et donc, si on a une culture qui est meilleure que celle de la boîte qu'on achète, et bah, l'intégration sera toujours plus facile. C'est-à-dire que si on te dit demain, François, tu vas bosser chez, je sais pas, Orange Business Services, avec une ligne hiérarchique de 8 personnes au-dessus de toi, il faut que tu arrives à 8h45 au boulot et que tu pointes, tu vas être malheureux. ça c'est Par contre, certain. si demain on te dit, mais on te donne 100 millions d'euros, il faut que tu dépenses en achetant des boîtes, et il faut que tu crées des trucs, tu as totale liberté, là tu seras heureux. Bah, en fait, c'est ça la différence de culture, c'est que si jamais, donc, le pari que je me fais, c'est que si jamais on crée une culture d'entreprise chez Cold Store qui est meilleure que tout le monde, et ben, on n'aura pas de mal à intégrer des boîtes parce que bah, tous les gens qu'on aura achetés, ils partiront d'une culture moins sympa, un environnement de travail plutôt que culture d'ailleurs, un environnement de travail moins sympa pour arriver dans un environnement de travail plus sympa. Donc ils seront plus motivés et ils seront plus heureux à travailler avec nous que dans leur boîte d'origine. C'est ça le pari que je veux faire. C'est quoi pour toi d'ailleurs la culture d'entreprise? Comment tu le définis? Je déteste ça. Je pense que c'est une école, parce que c'est un mot que j'utilise, mais que je déteste par ailleurs. Euh, Quand tu parles de culture d'entreprise, au pire encore, on est une famille. C'est un gros red flag pour tout le monde. Je pense que aujourd'hui, en tout cas en 2025, on a trop. Enfin,
La bonne culture, c'est l'absence de culture d'entreprise pour moi. C'est de dire que le boulot chez nous, chez CodeStore, on répète tout le temps la même chose à tous les employés. On dit, écoutez, vous arrivez le matin, vous finissez à 18 heures, le travail, ce n'est que le travail. On vous met en place des conditions de travail les plus idéaux possibles dans le contexte de nos clients. Donc, évidemment, on a des clients qui sont une contrainte, qui ont une diversité assez importante, mais néanmoins, à l'intérieur de CodeStore, pas de micromanagement, pas on vous demande pas de reporting à la con dans tous les sens. On fait confiance dès le départ. On est très honnête, on est très transparent sur tout, les chiffres, les salaires, enfin tout ce que tu veux. C'est un livre ouvert, notre boîte. Et en contrepartie, les gens, naturellement, si on les recrute bien, ils vont faire du bon boulot, ils vont bien travailler. On leur demandera pas de faire d'heures sup, de travailler, de les essorer. C'est l'inverse de ça. Donc du coup, ils seront tout le temps avec l'énergie suffisante, ils ne sont jamais trop en burn-out. Et c'est ça, je pense, qui est très important, c'est justement une culture d'entreprise où l'entreprise, ce n'est que l'entreprise, et le travail, ce n'est que le travail. Et ça, je pense que c'est apprécié surtout par la nouvelle génération. On a beaucoup de jeunes, on a une boîte hyper jeune, je suis de loin le plus vieux, enfin pas le plus vieux d'ailleurs, mais on a beaucoup de jeunes qui nous rejoignent. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent, ah, la Gen Z ne veut pas travailler. La Gen Z ne veut pas travailler pour toi, mec. Pour nous, elle veut bien travailler et elle se défonce parfaitement. C'est juste que la Gen Z ne veut pas travailler pour toi parce que tu es un vieux boomer. Voilà, c'est un peu ça dans l'esprit, je parle. Voilà. Qu'est-ce que tu as le plus appris sur toi dans ces, alors ça doit faire 20 ans maintenant que tu entreprends, enfin, ça au moins depuis, voilà. Qu'est-ce que tu as le plus appris sur toi dans toute cette aventure entrepreneuriale? Euh, je pense que comme beaucoup si on fait psychologie de TikTok là, mais quand même, c'est-à-dire que tu as quand même beaucoup de gens très égaux, ouais, aux égaux très développés dans le milieu quand même, d'entrepreneurial. C'est-à-dire qu'il faut quand même être un peu taré pour se dire, bah, attends, je vais créer une idée qui a aucune chance de réussir et puis travailler jour et nuit pour qu'elle réussisse. Et je pense que dans la vente, parce que moi je travaille beaucoup dans le service, donc je vends. Bon, il y a beaucoup de relations humaines dans la vente. Ça, c'est là où j'ai appris beaucoup sur l'autre et sur l'humain. Euh, euh, L'image que l'on a de la vente et de soi, c'est de dire il faut que je plaise aux autres, il faut que je dise jamais rien qui leur aille pas, il faut que je sois people pleasing un peu, et c'est ça c'est mon rôle en tant que sales, d'être toujours aux petits oignons. Et en fait, ça c'est une erreur. Et là où j'ai appris sur soi, c'est qu'une fois que tu commences à à se calmer, à t'apprécier toi-même, à ta juste valeur, et puis ne pas forcément essayer de gagner toutes les affaires, mais à créer de la valeur chez les autres. Tu commences à avoir le temps, une fois que tu as réglé tes problèmes avec toi-même, tu commences à avoir le temps de se tourner vers tes clients. Et quand tu es hyper honnête avec eux, transparent, sans vouloir gagner l'affaire, sans vouloir rien d'autre que créer de la valeur pour lui, et même parfois, quand créer de la valeur pour lui, c'est de dire, bon, on ne va pas faire le projet ensemble parce que c'est ce qu'il vous faut, il ne faut pas travailler avec nous. Et ben en fait, magiquement, ça attire vachement. Tu deviens un peu un magnet les gens viennent vers toi parce que c'est assez, finalement, c'est pas commun. Des gens très honnêtes, très simples dans le business. Et c'est ça que je pense la transformation entre Adiax et CodeStore. Euh, la gentillesse, ça a beaucoup de valeur. La simplicité, l'honnêteté, ça a beaucoup plus de valeur marchande, j'ai envie de dire, qu'une stratégie, de la manipulation ou des techniques de vente. Quand tu dois prendre une décision aujourd'hui, stratégique, tu t'appuies sur quoi et tu te tournes vers qui pour te faire conseiller? On est, toutes les décisions sont collégiales. L'avantage de la transparence totale, c'est que toutes les décisions sont sur un livre ouvert et je me retourne vers les équipes. En fait, je prends très peu de décisions. Euh, J'essaye de faire en sorte que globalement, si on a des choses à décider, que les équipes qui travaillent sur le sujet ou qui sont plus proches du sujet, prennent cette décision-là. Moi, je leur donne mes inputs, mes craintes, mon expérience, mon expertise sur certains sujets. Et j'essaie de les dire, écoutez, tu vois, des contrats à 2 millions d'euros sont négociés par mes équipes qui sont des chefs de projet. Je dis, écoutez, vous savez si ça rentre ou pas, vous savez s'il y a des risques ou pas, vous êtes sur le projet depuis maintenant X mois, je vous fais confiance, faites si vous pensez que c'est ça qui est juste, faisons ça. Je pense que c'est important parce que la décision d'être descendu, moi je pense le plus bas possible. Par contre, le rôle du dirigeant, c'est pas de prendre des décisions, à mon sens, c'est de donner le tempo, un peu un sentiment d'urgence quand même, parce qu'on a tous tendance à
se reposer un peu. Et deuxième, c'est donner la vision, c'est ce qu'on voit. Pourquoi est-ce que les gens qui travaillent pour CodeStore se lèvent le matin et travaillent pour CodeStore et pas pour X, Y, Z et voilà, donc ça veut dire, bah, nous, on va là, et si ça vous intéresse de nous accompagner là, si vous pensez que sur le chemin, vous allez apprendre des trucs, vous allez devenir de meilleurs professionnels, meilleurs humains, bah, venez avec moi. Et donc, bah, qui même me suivent, quoi. Donc, c'est le rôle du dirigeant, c'est pas prendre des décisions, c'est surtout de donner une vision et un tempo. Est-ce que tu as toujours des croyances limitantes sur lesquelles tu dois lutter? Oh oui, je pense que des croyances limitantes, c'est une bonne question, je sais pas du tout. Je pense qu'on a toujours des croyances limitantes sur des choses qu'on connaît pas et donc moi, par exemple, le marketing, c'est un domaine que je connaissais pas du tout, que je découvre et je pense que j'en ai plein là-dedans sur, comment, comment transposer un message, comment, tu vois, c'est nouveau pour moi le commerce, pur, c'est dire voilà, on fait des ERP custom sur mesure et on sait qu'on crée beaucoup de valeur, pour nos clients, c'est pour ça que certains signent avec nous. Comment partir de ce constat-là et en faire un messaging, pour que la terre entière le sache et que tout le monde travaille avec nous, bah, ça, c'est quand même un truc où je sais pas trop, donc voilà, c'est là où je tâtonne un peu, le côté marketing, c'est vrai. Après le reste, je pense que sur l'acquisition de boîtes, je dois avoir plein, de croyances, que voilà, donc c'est peut-être la peur du risque aussi. C'est quand on achète une boîte, c'est tout de suite des gros montants, avec un risque important, donc c'est peut-être la Et dans ta position, je dirais même plus personnelle, il y a des choses aujourd'hui sur lesquelles tu dois lutter encore ou justement la thérapie post-session t'a bien aidé? oh non, non, ça a bien aidé, au contraire, je pense que là, on a une énergie, incroyable chez CodeStore puisqu'on a la boîte, elle grossit à une vitesse folle. On a une équipe géniale, et qui est très différente de celle que j'avais chez Adiax. Adiax, c'était une équipe, d'ailleurs, ceux que j'ai repris de Adiax ne sont pas ceux qui étaient un peu le clan original, c'est pas le même qu'aujourd'hui, d'ailleurs. Donc non, non, au contraire, je pense que là, sur le plan perso, hyper stable. Au contraire, je pense que là, c'est le bon moment pour. C'est les meilleures années de ma vie, c'est maintenant, je pense. Voilà. Comment justement ton entourage a vécu ton aventure entrepreneuriale? Très bien, j'étais très bien entouré et pour ça, que ce soit, mes compagnes, de l'époque et maintenant, tous ont été très, supportifs comme on dit, jamais de problème. Donc là, pour le coup, l'entourage, la famille, ça a été toujours très positif. Ça, c'est un gros avantage. Donc mais ils savaient qu'en même temps, que pour moi, je suis têtu comme une mule et que c'était difficile d'essayer de me contredire. Donc ils avaient pas trop le choix et puis non, c'était super. Il y a Et pas est-ce de que justement dans ton entourage, tu sur certaines décisions, ton entourage a pu te biaiser dans ta prise de décision ou pas? Oui, je pense que oui, quand même. Il y a toujours ce côté, prise de risque, c'est-à-dire qu'il essaie de te ralentir sur la prise de risque. Je pense que ça, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'on a déjà dans notre tête à tous, des peurs et des facteurs limitants et que l'entourage, qui ne vit pas dans le cœur du réacteur, quand tu vas dire: «Bah, acheter une boîte ou vendre à celui-là ou celui-là. Enfin, dès qu'il y a des décisions un peu structurantes et où il y a un risque réel, bah, ils vont toujours aller vers le côté de plus sécurisé, te ralentir un peu en quelque sorte ou te dire: «Attends, attends, faut pas prendre trop de risques». Tandis qu'il faut y aller souvent. Moi, je pense qu'au contraire, heu il faut se libérer. Quand on croit à son idée, quand on pense qu'on est dans le juste et qu'on est dans la bonne trajectoire, il faut au contraire mettre le turbo et pas du tout se limiter. Donc, peut-être ne pas trop partager des décisions un peu stratégiques avec l'entourage qui n'y connaît pas grand-chose et qui va être tout te dire: «Attends, attends, attends, faut pas y aller». Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas encore posée? Oh. Hem, je pense que est-ce que, et je sais pas, non. Est-ce que toi tu penses que tu t'aurais dû poser une question une question que tu as pas posée? Tu es très fort. On voit que tu progresses sur le commercial. Non, je pense que j'ai fait le tour, mais j'ai encore d'autres questions à te poser, donc Très bien. je connais la suite, moi.
Je termine toujours Ah non, ce. si j'ai une question. Est-ce que dans les questions que tu m'as posées, il y a des questions qui ont été rédigées par ChatGPT? Écoute, je ne crois pas, parce qu'en fait, j'adapte toutes mes ques enfin, j'ai une trame et je l'adapte en fonction de chacun de mes interlocuteurs. ChatGPT, je l'utilise pour plein de choses, mais jusqu'à présent, toutes les questions que je t'ai posées n'ont pas été posées par ChatGPT. Pas forcément le cas sur les questions qui viennent. Ah, ok. On va du coup, terminer par le petit quiz improbable. Vas-y. Heu, donc certaines questions viennent de ChatGPT. Est-ce que tu es plutôt thé ou café? Oh, très café. Tu en bois combien par jour? Oh, 3 minimum. C'est raisonnable, 3. Mais c'est du bon café, donc ça réveille. Si Code Store pouvait parler, quel serait son mot préféré? Oh merde! Je pense c'est merde parce que quand tu fais du service et des projets, tu as des merdes tous les jours, tu as des trucs qui marchent pas, des casses, ouais, donc c'est ça. Si tu pouvais embaucher un super-héros pour être co-CEO avec toi, qui choisirais-tu et pourquoi? Je pense que Spider-Man, c'est pas mal parce qu'il faut sauter de coq à l'âne d'un endroit à l'autre, c'est bien, pouvoir se déplacer, chez des clients très rapidement sans utiliser la ligne 13 du métro. Quelle pourrait être la chanson hymne de Code Store? Ah, hymne à l'amour. Quoi d'autre? Évidemment, Love. On est Si rose, regarde, putain, Ouais, c'est on vrai. a tout mis. Ouais. Si Code Store était une saveur de glace, quel serait son parfum? Bah, ça c'est bien une question de ChatGPT ça. Bah, fraise, hein, puisqu'on est rose. Si tes concurrents étaient des personnages de dessins animés, quels seraient-ils? Ah, c'est les 7 nains. Quel est le plat le plus Mmh. bizarre? Pourquoi d'ailleurs les 7 nains? Parce qu'il y Bah, a des parce que c'est on est tellement plus ri on s'amuse tellement plus, tu vois? Ils se prennent trop à sérieux donc forcément ils sont plus petits que nous. Nous on est Blanche-Neige. Quel est le plat le plus bizarre que tu aies mangé pendant un déjeuner d'affaires? Ah, c'était une super question, c'était en Chine. Ils amènent, c'était avant Adiac, c'était avant quand je bossais pour, Streamwide qui était une boîte de télécom, donc j'étais pas ma boîte et on m'a envoyé en Chine et je me rappelle c'était avec Huawei et c'était des pâtes de poulet et ils tu sais, ils arrachaient la peau, ils se délectaient et moi je disais: «Putain, je bouffe pas ça, quoi». Voilà. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle période aimerais-tu entreprendre? Ah, je pense que le début de l'ère industrielle, ça doit être bien rigolo quand même, hein. Tu avais des trucs à faire. C'est-à-dire que Est-ce les gens, ils comprenaient encore pas grand-chose à la publicité, au marketing. Donc je pense que juste, voilà, c'est l'année 30 ou post-guerre, où tout d'un coup, tout se reconstruit, voilà, les gens sont euphoriques et je pense que ça, c'est rigolo. Et on se rend pas compte encore qu'on est en train de défoncer la planète, donc tout va bien. est-ce que tu es plutôt McDo ou gastro? Plutôt gastro quand même. Est-ce que tu es plutôt lundi matin ou vendredi soir? Alors très vendredi soir. Bon. Le week-end, il est organisé autour de quoi? Bah, là, en ce moment, c'est le déménagement sur le bateau, puisque je déménage sur un bateau. Donc voilà, donc ça, c'est les week-ends où est-ce qu'on se débarrasse des choses qui rentrent pas sur le bateau, déposer dans un box et puis, essayer de faire avancer des travaux, qui n'avancent pas. Donc voilà, c'est plutôt ça. Est-ce que tu es plutôt Elon Musk ou Bernard Arnault? Oh, ni l'un ni l'autre, quelle horreur. Les 2 affreux personnages, Bernard Arnault un peu moins quand même, plus classe et discret, mais heu mais heu Mais il faut faire un épisode à part sur les sur le fait que notre société autorise l'existence même de ces personnages. Eux, en perso, ils sont très sympas et probablement c'est des hommes comme tous les autres. Il y en a plein qui seraient à leur place, qui seraient pareils. Par contre, leur fonction et leur position et que la structure de notre société leur permet leur existence, c'est un gros débat. Et du coup, est-ce qu'il y a une personne un peu inspirante pour toi? Est-ce qu'il y a une personne un peu inspirante pour moi? Heu, Écoute, je j'ai pas une personne, je suis pas un culte de la personne, je pense que on est tous un peu, pareils, et différents à la fois, mais je m'inspire beaucoup de tous ceux que je rencontre, en fait. J'en prends un petit peu chez chacun.
chez toi, chez d'autres, chez Marc Palazon, par exemple, j'ai beaucoup apprécié son honnêteté, sa rigueur, c'est le patron de Smile. J'ai beaucoup appris avec lui sur le côté finance aussi. Donc j'en puise un peu chez tout le monde, quoi. Un grand Stéphanois. Si ton entreprise était un film, quel serait le titre? Euh, Maman, j'ai raté l'avion. Et dernière question, quelle est la chose la plus étrange que tu aies dans ton bureau? Bah, j'ai pas de bureau, donc ah bah si, regarde, une plume. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai ça. Si des auditeurs souhaitent te contacter, quel est le meilleur canal pour venir à toi? LinkedIn, je pense, c'est bien. Et enfin, qui est-ce que je dois inviter après toi? Et bah, Stéphane Distinguin, parce que c'est C'est rigolo là, il faudrait lui, il a beaucoup de choses à raconter, je pense. Elle est dans ma liste. Et ben voilà. Ouais, bah, super. Eh ben, écoute Maxime, merci beaucoup pour ton temps et puis à très Ben, vite. merci, on a été précis à la seconde près. Ouais, c'est top. Bravo. À bientôt. Ciao, Merci ciao. François, salut.